chemin qui peut me donner la bonne solution, mais je vais aller sur ce chemin qui va me donner la solution. Et ça fait partie du moment présent. C'est aller chercher autre chose que votre cerveau va vous donner. Donc la base, c'est toujours dissocier ce que le cerveau dit à ce que vous allez ressentir. Personnellement, pour vous donner un exemple, pendant très longtemps, j'ai vécu par rapport à plein de situations qui viennent de mon enfance, une mère violente, enfin bon. J'avais toujours une boule, j'avais toujours un espèce de nœud là. Donc, selon les situations, j'avais ce gros stress, cette grosse boule. Et c'était invivable parce que finalement, ça jouait sur ma santé, ça jouait sur mon moral. J'étais pas épanouie, j'étais pas bien, quoi. Je veux dire, j'étais pas bien avec les autres, j'étais pas bien avec moi. Parce que j'avais toujours ce truc-là. Parce que j'avais des situations qui étaient tellement ancrées de par le fonctionnement de ma mère, du vécu, etc., que là, dès qu'il y avait aussi une situation qui était un peu similaire, boum, mon cerveau me rappelait un gros coup de stress, une souffrance ou quelque chose, et à ce moment-là, je déclenchais dans mon organisme le problème. Et j'ai vécu une situation qui m'a sauvée. C'est très bête, je vous jure que c'est vrai. Enfin, c'est triste en même temps. J'ai eu mon père qui a eu un cancer des poumons, que j'ai assisté pendant 2 ans, pas par obligation, mais par choix. Et à sa mort, j'ai eu des douleurs dans mon corps, mais vous ne pouvez pas savoir les douleurs que j'ai eues. Je me suis réveillée un matin, j'avais l'impression qu'on m'avait battue, mais un truc incroyable. Je n'arrivais même plus à marcher tellement les os me faisaient mal. J'appelle bien sûr mon généraliste, on arrive à la Réunion, donc c'est un peu plus familial, un peu plus facile qu'en France, voilà. J'appelle mon généraliste, je lui dis, écoute là, je ne sais pas ce que j'ai là. Il me dit, mais Caro, tu sors d'une grosse épreuve, c'est ton corps qui manifeste, écoute ton corps. Je lui dis, écoute mon corps, bah bien, moi j'ai mal partout. Il me dit, bah écoute, si tu peux venir bien, ou sinon, quand j'ai fini mon truc, je passe te voir. Ah, je me suis dit, il faut que tu te bouges, que toi, je te donne un truc. Et des douleurs, mais c'était insoutenable. Donc je vais le voir, je me débrouille pour y aller, il m'ausculte et tout, il me dit, Caro, tu as rien, tu as un gros choc psychologique, vu ton enfance, tu es en train de tout déblayer, ton corps est en train de déblayer tout ça, donc il te le dit. Et de là, je me suis retrouvée à aller voir un neurologue, et de là, IRM, et de là, patati, et de là, patata, et le fameux neurologue me dit, bah, vous allez prendre des neuroleptiques. Ayant une famille dans le médical, etc., neuroleptique, si je rentre là-dedans, je suis morte. Comment je vais après me sortir de là si je rentre dans ce genre de médication? Vu ce que j'avais déjà entendu des uns et des autres. On donne aux épileptiques, etc. Je me suis dit, attends, je ne vais pas prendre ce truc, moi. Et ça m'a déjà fait un premier boom. Je rentre en France chez des amis, et alors j'avais des malaises. J'avais des vertiges, enfin c'était l'horreur. Je rentre chez des amis, une amie me dit, qui était en médical aussi, elle me dit, il faut que tu ailles voir un urgentiste. Eux, ils font le tour de tout le propriétaire. Je retourne à la Réunion, je vais voir un urgentiste, mon dossier était comme ça, elle me dit, on reprend les examens à 0. Non, mais c'est pas possible. Elle me dit, ah ben oui, il faut qu'on trouve. Donc elle me donne rendez-vous pour refaire 10 000 examens. Et là, je dis, non, là, c'est pas possible. Et j'ai eu un déclic. Je sais pas. Cette souffrance, je l'avais, hein, et j'en ai fait des choses. Je me suis dit, allez, le premier, il t'a dit, c'est psychologique. Pourquoi tu l'acceptes pas? Pourquoi tu n'acceptes pas que tu es en train de libérer toute ton enfance, tout ton parcours, qui est dû à ton père, qui est dû à ta mère? Pourquoi tu l'acceptes pas? Toutes tes souffrances sont parties avec lui. Accepte-le. J'ai commencé à aller me faire masser, j'ai recommencé à aller nager, etc., etc. Et mon corps s'est remis en place sans aucun traitement. Donc c'était bien psychologique. Donc j'ai bien évacué, et à partir de ce moment-là, ma vie s'est transformée. Parce que j'ai accepté de lâcher mes souffrances. J'ai accepté de lâcher ce qui ne m'appartenait pas. J'ai accepté de tout lâcher. Et c'est mon corps, c'est peut-être psychologique, hein, je veux dire, c'est peut-être moi qui manifestais comme ça sans comprendre ce qui se passait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir qui j'étais. Et j'ai fait la part des choses totale à ce moment-là. C'est-à-dire, ma mère, elle est comme
déjà, mais peut-être que l'acceptation n'y était pas. Ma mère était comme ça, mon père était comme ça, ma soeur était comme ça, et tout le foin-foin. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais une personne différente. Mais que eux m'ont toujours empêché de voir qui j'étais vraiment. Que j'étais ce que eux avaient voulu que je sois, et que j'avais vécu ce qu'on m'a imposé. Et là, ça a été une révélation totale. Et c'est déjà là que j'ai commencé à faire ce chemin d'aller chercher en moi qui je suis, comment je fonctionne, comment je fais les choses, qu'est-ce que je peux avoir et de quelle manière ma vie peut s'articuler. Et à partir de ce moment-là, toutes les portes se sont enchaînées. Il y a eu plein d'événements qui sont arrivés dans ma vie, des événements que je n'attendais même pas. Il y a eu des chamboulements, mais des choses auxquelles je n'avais jamais pensé. Et plein de situations qui étaient négatives, qui m'entouraient, eh ben, ce sont comme un mauvais nuage qui est parti et que le soleil est réapparu, quoi. Parce que le soleil est toujours derrière les nuages, même s'il essaye, un nuage. Et bien là, mon nuage, il est parti, et mon soleil, il a commencé à briller, en fait. J'ai commencé à être bien dans ma vie, à mettre des choses en place, à faire des choix différents, à fonctionner différemment. J'ai commencé, en fait, à naître une deuxième fois. Et c'est comme ça que, petit à petit, j'ai commencé à aller sur le chemin du moment présent et du pouvoir du moment présent. Donc c'est un gros chemin. C'est pas facile. Mais quand on y arrive, eh bien, tout va bien. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je parle beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? J'ai un débit peut-être un peu rapide. On part du principe, donc, on doit accepter les autres, ce que sont les autres tels qu'ils sont. On doit les accepter et ne pas prendre en compte et ne pas contredire ce qui se passe en face de la personne. Accepter les gens comme ils sont, oui, ça c'est une règle de base. De toute façon, il ne faut pas chercher à changer les autres. Les gens sont comme ils sont, avec leurs difficultés ou leurs facilités, avec leurs peines, leurs joies. On ne peut pas changer quelqu'un. Donc d'ailleurs, c'est pas à nous à dire je vais changer la personne. La personne, si elle doit changer, elle changera par elle-même. Par contre, on peut des fois être un déclencheur. La personne en notre compagnie peut d'un coup prendre conscience d'un dysfonctionnement qu'elle a et peut travailler sur son dysfonctionnement. Ça, on peut être des déclencheurs par contre. Mais changer quelqu'un, c'est pas possible. Accepter la personne telle qu'elle est, oui, bien sûr. Notre rôle, c'est d'accepter les gens comme ils sont. Ben oui, ben, elle est tendue, elle va droit, elle va droit. Après, rien ne nous empêche de fréquenter cette personne si on n'est pas en phase avec cette personne. Si cette personne nous déclenche de la souffrance, on est maso si on continue à la fréquenter. Donc à faire, on ne la fréquente pas, quoi. Parce que celle-là, quand je la vois, ou celui-là, ça ne me fait pas du bien, ça me fait du mal. Donc forcément, on essaye de pas fréquenter cette personne parce que nos énergies ne sont pas en phase. On n'est pas dans la même chose. Mais le moment présent, le pouvoir du moment présent, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller chercher au plus profond de soi. C'est vraiment un gros travail. Il faut le sentir. Il faut sentir qu'il y a une vie dans notre vie, en fait. Quelque chose qui est beaucoup plus vivant que ce qu'on croit, qui est en nous. C'est une énergie, c'est un truc qui prend le pas sur tout, en fait, et qui nous amène à un bien-être, à une sérénité, vous allez dire, elle est un peu illuminée, oui, ben oui, peut-être, mais ça nous amène à ça, en fait. Et ça ne nous empêche pas de gérer notre vie, mais on la gère autrement. C'est-à-dire, on n'est plus dans ces espèces de décisions, de contrôle qui, en fait, n'est pas le bon schéma. Parce que souvent, vous avez pu vous rendre compte qu'en contrôlant les choses, finalement, on n'aboutit pas forcément à un bon résultat. Parce que ce contrôle, il n'a pas lieu d'être, ça ne fait pas partie de nous, ce contrôle. C'est quelque chose qui est mis en place, c'est comme la peur. La peur, elle est. Si vous êtes au bord du précipice, qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est plus votre. Vous pensez que c'est votre cerveau qui va dire tu vas tomber, mais non, c'est votre horloge biologique. Parce qu'il y a un danger, il y a quelque chose. Donc, c'est vos énergies, c'est votre corps qui va vous dire
n'y va pas, tu vas tomber. C'est pas Ou votre cerveau. vas-y. Alors là, c'est un autre... Non, là c'est encore un autre cas. Là, tu es dans les cas de suicide, c'est pas la même chose. Et oui, mais du coup, là, on perd la notion du... On n'est plus du tout dans le... Si tu pars sur quelqu'un qui est suicidaire, là, on n'est pas dans le moment présent, on n'est pas dans tout ça. Après, attention, parce que on a un psy, hein. Mais je pense que le suicide par lui-même, c'est même pas une conscience de suicide, hein. C'est plus pour arrêter une douleur qu'autre chose. Moi, je le vois plutôt comme ça. Je pense pas que la personne soit consciente réellement. La douleur, c'est le présent de la personne. La douleur, c'est le permanent de la personne. Après, là, on rentre dans une pathologie, donc on n'est pas dans un cas très facile. Tu vois, là, on rentre plutôt dans une pathologie, donc quelqu'un qui va au suicide, je pense qu'il n'y va pas comme ça. Et moi, je te parle de situations qu'on peut tous vivre, où on peut ressentir son corps qui va dire attention. Voilà, moi, je vais plutôt aller sur ce terrain-là, je ne vais pas aller sur des pathologies. Parce que des pathologies, il y en a beaucoup. Hein. Alors, donc on ne va pas rentrer dans la pathologie de quelqu'un, on va... Oui, je t'en prie. Pardon, je ne vais pas te couper. Non mais, alors, bon, le suicide c'est peut-être un cas extrême, mais sans aller jusque-là, si par exemple, ce que tu dis, il ne faut pas avoir de contrôle. Si moi j'ai envie de faire quelque chose, qui moi, pour m'en fait du bien, donc je lâche prise, quelque chose que je m'empêche, mais du coup qui va par exemple faire du mal à quelqu'un ou qui ne fait pas du bien à moi sur le long terme, est-ce que je dois quand même lâcher prise? Enfin, tu vois, dans quel je vois ce que tu veux dire. À partir du moment où ça ne te fait pas du bien, c'est que c'est pas toi, c'est ton cerveau. C'est là la nuance. Mais si ça me fait du bien de faire du mal à quelqu'un, par exemple, c'est ton cerveau. On est dans ce qu'on est, dans le fonctionnement de ce qu'on est. On n'est pas là. On n'est pas né pour faire du bien, on est là pour évoluer, pour avancer, pour apprendre, pour grandir. Et de grandir dans quoi? Dans la spiritualité. Alors la spiritualité, c'est quoi? La spiritualité, ça te met dans un bien-être. Donc ce bien-être, tu peux envoyer du bien aux autres, mais tu n'enverras pas du mal. Maintenant, si tu as envie de faire du mal à quelqu'un, c'est que tu dysfonctionnes sur quelque chose. Qui est en souffrance. Exactement. Par rapport à quelque chose, Il y a quelque chose qui qui résonne par rapport à cette personne-là. Si tu es dans le bien-être, tel que je l'ai décrit auparavant, tu n'as pas cette animosité envers l'autre. Même si la personne, c'est pour ça que j'ai pris un cas tout à l'heure, je disais quelqu'un qui est assez violent, voilà. Même si cette personne est extrêmement violente avec toi, verbalement, par exemple, aussi physique, mais verbalement, par exemple, quand toi tu as dépassé cet état, la personne elle va s'exciter comme une puce, mais à un moment, il y a de fortes chances que la personne tempérise parce que toi, tu n'auras rien dégagé à ce moment-là. C'est-à-dire l'autre ne percevra rien chez toi. Il ne va pas percevoir de la haine, il va percevoir de la sérénité. Cette sérénité va le déranger parce que lui n'est pas serein. Mais il se prendra cette dose de sérénité. Et même si sur le moment, c'est inefficace, quand il va partir, il va se dire, mais merde, comment cette personne a fait pour en être là? Et pourquoi moi je suis comme ça? Donc ça va susciter quelque chose chez l'autre. Parce que cette espèce de sérénité que tu as toi, eh ben, elle imprégnera l'autre, même si sur le moment, il n'y aura pas de démonstration. Cette personne partira avec cette sérénité à un moment donné, et ça agira quelque part, même s'il lui faut un long chemin pour la mettre en place. Mais il y aura une petite graine qui aura été semée. Alors que si toi, quand tu as quelqu'un en face de toi, tu lui dis, lui, je vais le démolir, c'est toi qui as un problème, c'est pas la personne, c'est toi. C'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas chez toi. Donc c'est ce qui ne tourne pas, c'est relié à quelque chose. La situation qui te met dans cet état est reliée sûrement à quelque chose que tu as vécu ou qu'on t'a fait ou que tu as subi. Et c'est relié forcément à quelque chose du passé. Quand tu es dans le pouvoir du moment présent et dans le présent, le passé n'existe pas et le futur non plus. Tu vis tes émotions là, maintenant, dans le bien-être. Donc il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas tout ça. Mais tu le vis maintenant. Tu n'as pas besoin de savoir ce qui va se passer demain. C'est nous qui avons besoin. Parce que quand on se dit demain, je me lève, ce soir, allez, je me couche, et demain, ça c'est quoi? C'est ton cerveau. Parce que ton cerveau est formaté sur le fait que demain, tu dois contrôler ce qui va se passer. Donc ton contrôle, il commence ce soir pour le mettre en place demain. Donc tu as déjà tout programmé. Et tu peux me dire, mais quand on travaille, on fait comment? Quand tu travailles, tu n'as pas besoin de contrôle. Tu sais que demain,
c'est déjà en place de toute façon. Tu vas à ton bureau, tu as à ton cabinet, tu vas recevoir tant de clients dans la journée, tu connais les pathologies de tes clients, tu peux être dans le moment présent. Tu n'es pas obligé de te coucher le soir en te disant demain, lui je vais lui dire ça, lui je vais faire ça, pourquoi tu ferais ça? Quelle est la motivation qui te dit je me couche ce soir et je dois impérativement me coucher avec tout ce que je vais faire demain? Et demain matin quand tu te lèves, bah, tu le feras. Donc tu peux passer une nuit sereine qui coule. Et le lendemain tu te lèves, waouh, les choses elles vont s'emboîter comme elles doivent s'emboîter. Tu n'as pas besoin de les mettre en place déjà le soir avant de te coucher. C'est une gestion de stress. Tu te mets du stress avant d'être dans ta situation. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas nécessaire en fait. On n'a pas besoin, on pense qu'on doit le faire. Mais non, on n'a pas besoin. Il faut en faire l'expérience pour arriver à en faire l'expérience, pour en prendre conscience, se dire, waouh, moi le soir je me couche, je dors comme un bébé. Hein. Ben, demain, écoute, on verra ce qui se passera. Qu'est-ce que je te dis? Allez, tu as un problème avec le banquier, ben, qu'est-ce qu'il va te faire le banquier? Il va te mettre un coup de fusil? Ben non, le banquier c'est le banquier, il joue son rôle. Ben, et alors? Pourquoi je vais stresser moi dans le banquier parce que j'ai un problème de thune aujourd'hui? Ah ben on verra demain. Si j'ai pas la solution aujourd'hui, je la trouverai demain. Qu'est-ce que ça va changer à ma vie? La solution, elle y sera toujours. Il y a tout le temps quelque chose qui te tendra la main, qui t'aidera. Oui. Est-ce que tu pourrais, alors évidemment quand on est submergé par une émotion négative telle que l'inquiétude, le stress, la peur, est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux exercices à appliquer? Moi, je les applique pour moi, j'en ai quelques-uns pour moi que j'applique, mais pour d'autres qui, enfin voilà, parce que forcément, quand on est submergé par ça, enfin moi j'ai des petites techniques pour justement, voilà, mais peut-être que tu en as d'autres, voilà, ça m'intéresse. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je suis quelqu'un de très basique. Je suis vraiment très simple et très basique dans le sens où je n'aime pas les méthodes, en fait. Mais par contre, ce qui fonctionne, ce que je vois sur mes clients, ça fonctionne. Sur moi, parce que je teste, je suis le testeur. Je vois que ça a fonctionné et je vois que sur les autres, ça fonctionne aussi. Alors, je vais revenir à quelque chose d'extrêmement basique, c'est déjà la méditation. Ça, et si possible, une méditation non guidée. Ça, je reste toujours là-dessus comme une vieille. Après, il y a aussi une chose, c'est le questionnement. Pourquoi j'ai ce stress en moi? Au lieu de faire l'autruche, si je me mettais à me poser des questions, le stress, il vient, donc qu'est-ce qui vient de me déclencher ce stress? C'est sûr que c'est un job, parce qu'il faut réfléchir et ben, ça prend du temps, tu n'auras peut-être pas la réponse aujourd'hui, mais tu auras déjà mis le chemin en route. Donc, pourquoi j'ai ce stress? À la limite, tu peux l'écrire. Tu peux prendre une feuille et marquer tout ce qui peut te venir dans la tête qui pourrait être relié à ce stress. Le lendemain, tu peux relire tout ce que tu as écrit et recommencer ta petite introspection. Et tu peux dire, tiens, ça me rappelle quelque chose. J'ai vécu une situation comme aujourd'hui. Il y avait un lien avec aujourd'hui. Et cette situation que j'ai vécue, elle ressemble à aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tu vas commencer à régresser dans tes problèmes, mais tu vas aller chercher la source dans ta régression. Et la régression est importante, parce que c'est la source de ce stress qu'il faut que tu trouves. Il n'est pas d'aujourd'hui, ce stress. Il est lié à quelque chose. Donc, il faut aller le chercher. Donc, c'est un travail au quotidien. L'écriture, c'est bien parce qu'après, tu peux te relire et ça peut te faire des tilts. Tiens, c'est bizarre que j'ai marqué ça. Pourquoi j'ai marqué ça? Donc, c'est pas faire ça 24h24. C'est se prendre un moment dans la journée, se dire je m'accorde 1 heure puisque je peux, ou une demi-heure, j'en sais rien, en fonction de chacun. Et je vais chercher la source de mon stress parce que je ne le veux plus. Je ne veux plus vivre avec ce stress. Donc, c'est une décision de départ et tu pars à la chasse de ton stress.
basique. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde donne beaucoup de méthodes. Il y a des millions de livres, des millions de vidéos. Mais j'ai fait comme tout le monde. Hein. J'ai énormément lu, j'ai énormément écouté de vidéos et tout. Et j'en reviens toujours à la même chose. Parce qu'une fois qu'on a fait le tour de tout ça, on revient toujours à la même chose. Et en fait, le naturel, la base, c'est nous. C'est pose-toi la bonne question. Comme tu disais tout à l'heure, j'ai envie de lui faire du mal. Pose-toi la question. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, lui, que tu veux lui faire du mal? Donc c'est bien relié à un problème chez toi et pas chez lui. S'il a déclenché ça chez toi, c'est que forcément, il y a un vécu de quelque chose derrière. Ou sinon, ça n'aurait pas pu déclencher ça. Oui, mais la personne qui se pose la question pourquoi elle veut lui faire du mal, elle est déjà dans un processus de se remettre en question. Donc ça veut dire qu'elle a déjà fait le pas de se dire que ce qu'elle fait est peut-être mal. C'est bien. Et oui, c'est sûr. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Et je pense que c'est parce que tout à l'heure tu as un peu répondu, tu as associé aussi le moment présent à la spiritualité. Donc souvent la spiritualité donne une sorte de moralité, un cadre. Et c'est ça peut-être qui fait la différence entre un lâcher-prise sans aucun cadre, sans aucune moralité, et quelqu'un qui lâche prise, mais toujours avec la volonté de faire le bien. Ah, oui, pourquoi pas, ça peut être une piste, bien sûr, tu as raison, ça peut être une piste. Et c'est vrai que je parle de la spiritualité, parce que pour moi, la spiritualité, quand on est ouvert à tout ça, c'est ce qui nous guide. Et le bien-être, de toute façon, comme on en parlait une fois, je crois, spiritualité et psychologie, ça marche ensemble. Dans la spiritualité, tu retrouves de la psychologie. Et dans la psychologie, tu peux retrouver aussi de la spiritualité. La spiritualité, c'est quelque chose qui est inné, qui est en nous. Comme le pouvoir du moment présent, comme la méditation. Tout ça, on ne le sait pas parce qu'on ne l'enseigne. Enfin, maintenant, ça s'enseigne de plus en plus, bien sûr. Il y a beaucoup de possibilités de comprendre et de découvrir tout ça. Et c'est pas être dans une religion, je ne parle pas de religion, je parle vraiment de la spiritualité, parce que la spiritualité, ça nous nourrit. Et c'est pas parce qu'on est dans la spiritualité qu'on ne peut pas faire les choses. On peut faire les choses normalement, conduire votre voiture, aller acheter votre pain, mais on le fait dans une autre énergie en fait. On le fait dans une énergie de paix avec soi-même. Et quand on trouve la paix avec soi-même, c'est la paix dans notre vie. Et toutes les situations ne peuvent être que comme ça. Donc il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de problème, il y a pas... tout ça, ça fait que glisser en fait. Ça glisse. Ça ne peut plus être perturbant. C'est un gros job, hein. Ça ne se fait pas comme ça. Mais en tous les cas, la spiritualité, c'est une réponse à tout ça, bien sûr. Que doit-on faire pour bien méditer? Alors, la méditation, chacun la fait un peu comme il veut, mais pour entrer dans une bonne méditation, je pense que une bonne musique, ça aide. Moi, ça m'a toujours aidé. Hein. J'aime bien, j'adore la musique. Donc, quand je médite, j'aime bien avoir ma musique, même si je ne l'entends plus au bout de 5 minutes, mais elle est là. Et quand je me réveille, elle m'accueille. Elle est encore là. Donc, la musique, pour certains, en fait, il faut trouver le point de départ qui nous convient. Alors, perso, moi, c'est ma musique et j'aime être allongée, là, dans mon canapé, tranquillou. J'aime pas être assise et méditer. Parce que je trouve que ça me demande un effort sur mon corps et j'ai pas envie, quoi. Donc, moi, je m'allonge, je mets ma musique, je ferme les yeux. Et après, je pense qu'au début, quand on commence à apprendre à aller découvrir la méditation, je pense qu'il faut se concentrer sur soi, sur son intérieur. Alors, le cerveau, il va t'envoyer plein de choses, hein. Toutes les 5 minutes, tu as une nouvelle idée qui va arriver. Et j'ai oublié ça, et j'ai pas fait ça, et hop, tu vas sortir de ton but, en fait. Et c'est pas grave. Il faut que tu laisses passer. Il faut que tu laisses passer tout ce qui te vient dans la tête. Donc, tu vas être captivé par un truc 30 secondes, puis tu vas te dire, mais non, je suis en méditation. Allez, next. C'est comme un livre que tu tournes, tu vois. Et il y a des pages, et il y a des pages, et il y a des pages. Et à un moment, il y aura de moins en moins de pages. Parce que tu vas de toi-même commencer à être différent et à moins écouter ce que ton cerveau est en train de te dire. Et là, tu vas commencer à pouvoir rentrer en toi. C'est-à-dire, tu vas commencer... C'est-à-dire rentrer dans son corps. C'est ça, par ton mental, simplement. Ton mental... Explorer ton intérieur. le corps. Explorer ton corps. Tout simplement, tu vas commencer à rentrer et tu vas voir que tu rentres vraiment en toi et tu vas ressentir des énergies que tu ne connaissais pas. C'est là qu'il y a certaines énergies
des choses. Et ça va commencer à te captiver. Parce que tu vas sentir des petites choses. Et petit à petit, tu vas rentrer en toi et il va te venir dans la tête des choses différentes de ce que ton cerveau te dit. Est-ce qu'on peut se soigner à l'intérieur, par exemple, sur une partie du corps? Écoute, oui, il y en a qui arrivent à le faire, mais ce sont des pros de chez pro, quoi. Parce que c'est pas les moines tibétains, c'est les, comment ils s'appellent, ceux qui arrivent même à opérer. Direction Philippin, moi j'ai fait deux formations. C'est extraordinaire, quoi. Je veux dire, ils font des trucs, c'est hyper puissant. Tu vois, la pensée, enfin, nos énergies, ce qu'on est capable de faire, mais c'est impressionnant. Et si on enseigne, je pense qu'aujourd'hui, on a accès à beaucoup de choses. Nous, on découvre, enfin, nous, c'est un petit peu sur le tard, vous êtes jeunes, donc c'est super. Je pense que si plus ça va et plus les gens sont en recherche de tout ça, je pense qu'on peut arriver à un moment donné à être, pour beaucoup plus serein, tranquille dans notre vie, se satisfaire peut-être de certaines choses, et de plein de choses. Remplir une armoire de fringues, oui, parce qu'on est stressé, on est ceci, on est cela, donc on compense, allez, il faut que j'achète, il faut que j'achète. Et quand tu regardes ton armoire, tu dis, ah, plus de place, qu'est-ce que je fais? Fais de la place dans ta vie, comme tu fais de la place dans ton armoire. Et tu verras que tes besoins ne sont pas aussi importants que ceux que tu pensais. Si tu fais de la place dans ton armoire, que tu commences à garder l'essentiel, tu dois faire la même chose dans ton corps et garder l'essentiel et enlever ce qui ne te sert pas. Et plus on fait de l'espace dans notre vie, dans notre intérieur, et plus les choses, on les reçoit, et on a moins de besoins, on a des besoins intelligents, on n'a pas des besoins addictifs. C'est complètement différent. Et ça fait partie donc de notre bien-être, ça fait partie de notre équilibre intérieur. Et ça, c'est important. Est-ce que vous faites... Oui. Du coup, est-ce que tu considérerais quelque part que tu t'es guéri toi-même des traumas que tu as pu rencontrer dans ton enfance? Et si c'est le cas, quelles actions concrètes tu as pu mettre en place, toi, dans ton expérience personnelle? Donc, je pense que tu as parlé de la natation, mais est-ce qu'il y a d'autres techniques que tu as trouvées seule ou à l'aide de quelqu'un, etc. Alors oui, je pense que je me suis guérie toute seule quand j'ai eu cette prise de conscience. Quand j'ai eu cette prise de conscience suite à mes douleurs, j'ai eu une très très grosse prise de conscience et là, j'ai commencé à me poser les bonnes questions. C'est ce que je dis. Je t'interromps parce qu'elle t'avait posé la question, et du coup ça m'intrigue aussi, de quel âge tu avais à ce moment-là? Ah, quand mon père est décédé, oui. Pardon, excuse-moi, j'avais 40 et quelques années. Okay. 40 et quelque chose. Tu avais fait quand même un petit travail sur toi déjà. Ah oui, alors, voilà. Bien sûr, avant, alors oui, moi j'ai toujours été dans la spiritualité. Ça, c'est une chose qui a été innée chez moi. J'ai toujours, si tu veux, après, je ne sais pas, c'est peut-être ma personnalité ou une influence extérieure qui a pu agir aussi sur moi. C'est que j'ai toujours cherché la spiritualité parce que j'étais tellement mal, je pense aussi, que je cherchais quelque chose qui pouvait m'apaiser. Et comme je voyais que dans l'humain, par lui-même, il n'y a rien qui m'apaisait, surtout avec ma mère, je pense que je me suis dirigée vers quelque chose que je ne maîtrisais pas, qui est la spiritualité. Et donc, j'ai beaucoup étudié la spiritualité pour essayer d'apaiser mes souffrances, si tu veux. Donc, ça a été mon moyen. Après, j'ai lu énormément de livres, même sur la psychologie. À l'époque, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui, en fait. Et comme je disais, j'étais très jeune. Quand ils ont sorti des grosses bibles sur la PNL, je devais avoir 25-26 ans. Je me suis jetée dessus pour essayer mais en fait, c'est moi que je cherchais. Je voulais comprendre comment j'allais régler mes souffrances. Et j'y arrivais pas. Ouais, je devais y arriver un peu, mais bon, pas vraiment très bien, parce que je dysfonctionnais de toute façon. Et
tout ça, ça a pris des années de lecture, d'écoute, de discussion avec... parce que, en fait, j'ai jamais eu besoin d'épancher sur mes souffrances. Même mes amis les plus proches, avec qui j'ai grandi, ne savaient pas ce qui se passait à la maison. Je ne leur en ai jamais parlé. Ça a été beaucoup plus tard, quand j'ai été plus qu'une adulte, qu'on en a parlé. Mais personne ne le savait. Parce que, pour moi, je n'avais pas la nécessité d'en parler, parce que j'étais sûre qu'ils ne me comprendraient pas, et qu'ils n'avaient pas la solution. Pourtant, ils auraient été bienveillants avec moi. Ça m'aurait fait du bien. Mais je ne me voyais pas le raconter, parce que je n'avais pas la... J'étais convaincue que personne ne pouvait me donner la solution. C'est très con, hein. Et que j'avais moi la solution, mais je ne savais pas où elle était. Donc, en ayant cet état d'esprit, je me suis faite comme ça. Après, j'ai eu les fameuses douleurs, où là, j'ai eu la grosse prise de conscience à ce moment-là. Donc, j'avais 40 et quelques. Et là, j'ai commencé à faire le vrai travail. Bon, peut-être que tout ce que j'avais fait en amont aussi était bloqué quelque part en moi et que ça a jailli aussi. C'est possible. Donc, je me suis auto-guérie de cette comme ça. Quand j'ai eu cette grosse souffrance, et ben, je me suis dit, à ce moment-là, elle n'est pas à toi, cette souffrance. Tu es en train de te parler d'un truc, tu es en train de te mettre dans un état qui ne t'appartient pas. On te l'a inculqué, cet état. C'est eux le problème. Toi, tu n'as pas ce problème. Et c'est ma réflexion, en fait, tu vois, qui a commencé, c'est le travail de questionnement, d'arriver à faire comme dans une poubelle. Tu tries le plastique, le papier, le machin. Ben, j'ai fait du tri dans ma poubelle. Qui ne peut pas se passer à l'action, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai trié ma poubelle. Mais par contre, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Donc j'ai toujours fait beaucoup de massage et j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'allais marcher, j'avais la chance d'habiter sur le lagon, donc tous les matins avec mon chien, j'allais courir à 6h du matin. Je nageais beaucoup. Voilà, je faisais beaucoup de pilates, de yoga. C'est ça ta thérapie en fait. Voilà, c'est ma thérapie, elle est là, dans tout ça en fait, tu vois, elle est... c'est un ensemble aussi. C'est un ensemble, c'est un ensemble. Mais le questionnement, et je me suis toujours posé des questions. Et pour moi, les autres ne pouvaient pas m'aider. C'était pas possible. Vu que j'avais eu un gros trauma avec les médecins en étant plus jeune, de par ma mère, on en parlait l'autre fois, voilà, donc un médecin ne pouvait pas me guérir, quoi. Donc, si le médecin ne peut pas me guérir, est-ce que mes potes vont me guérir? Ben non. Donc, il faut que je trouve la solution. Et les questionnements ne tournent pas toujours en rond. Il n'y a pas cette peur. Mais en fait, ce n'était pas les questionnements, c'était les situations qui revenaient tout le temps. Mais des fois, le fait de se poser des questions sur le problème qu'il y a à la source. Mais si tu veux, quand je me posais des questions, en fait, je ne tournais pas en rond. Parce que je me disais, voilà, là, tu as, je vais revenir, c'est ma mère le gros point noir, donc on va le ressortir, parce que ça a été la base. Donc là, voilà, ta mère, par exemple, elle a décrété que tu es, comme ton père, une alcoolique. Ok? Donc, pose-toi la question. Est-ce que tu es une alcoolique? Est-ce que parce que le soir, quand tu es avec tes copains, tu bois 2 verres de vin, une coupe de champagne, tu es une alcoolique? Qu'est-ce qui fait qu'elle peut penser que tu es une alcoolique? Donc, je n'ai pas tourné en rond. Parce que j'ai commencé à chercher pourquoi elle pouvait penser que j'étais alcoolique et est-ce que j'étais une alcoolique? J'ai eu ma réponse, à force, tu vois? Et je n'ai pas tourné en boucle le problème. C'est que j'ai cherché pourquoi elle disait ça en fait. Pourquoi elle m'a envoyé cette image de mon père qui était alcoolo, mais pourquoi moi, elle disait que je l'étais. Mais en fait, c'est elle qui faisait une superposition parce que je faisais la fête, que je buvais 2 verres, donc c'est elle qui faisait une amalgame de tout. Et cet amalgame, elle me l'a donné sur plein de situations, pas que pour ça, mais sur plein de situations. Mais là, à ce moment-là, tu as déjà fait un travail en te disant, ça n'est pas entre mes mains, c'est son problème à elle. Moi, déjà... j'ai très vite compris, d'ailleurs j'en parle dans mon livre, j'ai très vite compris, je ne sais pas pourquoi. Donc là c'est un point où je ne peux pas vraiment vous donner d'explication, c'est ma personnalité, je ne sais pas pourquoi. Assez jeune, j'ai compris que le dysfonctionnement de ma mère lui appartenait, ne m'appartenait pas. En fait,
peut-être par observation, quand je la voyais agir, je voyais agir mon père, et je voyais que je n'agissais pas comme elle. Tu vois, je voyais que j'étais pas comme ça. Donc, si j'étais pas comme ça, c'était elle qui avait le problème. C'était pas moi. C'est comme le petit copain quand tu joues aux billes à l'école. Ton petit copain, il te vole toutes les billes. Mais au bout d'un moment, tu réalises qu'il est voleur. Mais que toi, tu n'es pas un voleur, tu n'as pas volé ses billes. En fait, c'est un peu ça, tu vois. Tu fais ta psychologie, mais en même temps, tu fais la psychologie de la personne, comme ta mère, par exemple. Ben, Tu fais sa psychologie en même temps. Est-ce que c'est une aide aussi de connaître la personne telle qu'elle est? Bien sûr, sûrement. C'est une aide. Une aide personnelle. Voilà, c'est se sortir d'un champ d'influence négatif pour essayer de voir vraiment la réalité des choses. C'est être dans la vraie réalité, donc être dans le vrai moment présent, parce que je suis dans ma réalité, dans la réalité des choses, et pas dans une réalité que j'ai mis en place. Comme souvent, les gens mettent des réalités en place. Il y a un déni, il y a plein de choses. Et bien, je n'ai pas été dans cette situation personnellement. C'est que je ne comprenais pas sa violence, je ne comprenais pas pourquoi j'aurais mérité sa violence, qu'est-ce que je faisais, et c'est ça qui m'a déclenché les questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle me frappe? Pourquoi? J'ai rien fait. Elle rentrait, elle se déchaînait sur moi, mais qu'est-ce que j'ai fait qu'elle se déchaîne? À un moment, ça me percutait, si tu veux, tu vois. Je me disais, mais j'ai pas bougé, je suis rentrée, j'étais tranquille, elle arrive, bing, boum, ça y est, c'est parti. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Et c'est ça qui a suscité les questions. Le fait de connaître la personne, de l'observer et de savoir, de connaître son état, nous aide aussi, nous, personnellement. Exactement. C'est un échange. Exactement. C'est ce que tu peux appeler vivre le moment présent, parce que tu es dans la vraie réalité et pas dans une fausse réalité que tu as mis en place pour masquer tes souffrances, pour ceci ou pour cela. Là, tu es dans la vraie réalité parce que tu acceptes de voir une situation telle qu'elle est réellement, pas telle que tu te la construis toi. Il faut presque se positionner en spectateur, sortir de son corps pour être comme un médiateur de la situation et sortir de son corps pour ne plus le prendre de façon personnelle. C'est un combat contre l'emprise aussi. Exactement, parce que ça te demande de prendre du recul. Exactement, c'est tout à fait ça. Il faut devenir spectateur de la situation. Et en étant spectateur, ben, tu vois en fait des choses que tu n'aurais peut-être jamais vues parce que tu as mis autre chose en place dans ta tête. Tu as pris du détachement et tu comprends en fait le pourquoi de l'autre dans ses agissements. Parce qu'en fait, si l'autre agit comme ça, c'est lié à une souffrance actuelle ou dans le passé. Voilà, après, quelque chose qui t'échappe à toi. C'est ça. Après, tu peux creuser pour comprendre, bien sûr. Si tu as envie de comprendre pourquoi elle a des souffrances, mais tu n'es pas obligé de creuser. Hein. À la limite, quand tu arrives à faire ce détachement, de devenir spectateur, ok, j'ai compris, elle a ses problèmes, elle dysfonctionne, elle est agressive, elle est en souffrance, mais à la limite, est-ce que j'ai envie de savoir pourquoi? Non, moi ce que j'ai envie, c'est de me sauver moi par rapport à elle, qu'elle n'ait plus d'impact sur son comportement, que ce comportement ne m'impacte plus. C'est ça surtout. Parce que je ne suis pas ce qu'elle a dit que j'étais ou ce qu'elle veut me faire subir au quotidien. Donc c'est être spectateur. Et pour être spectateur, il faut accepter de voir la réalité et pas celle qu'on se met en place dans notre tête. Parce que souvent, le cerveau, il extrapole. Hein. Comme combien de fois vous avez des gens qui pensent pour les autres? Mais comment on peut penser pour quelqu'un? Je ne peux pas penser pour vous, je ne peux pas penser pour vous, j'en sais rien. Ce qui se passe dans votre tête, je ne sais pas, je suis pas devin. Comment je peux penser que cette personne a pensé ça quand elle m'a vu? Et ça, c'est souvent quelque chose qui se passe. Tiens, elle a dû penser ça de moi ou elle a pensé ça de moi. Mais c'est votre cerveau. Mais est-ce qu'elle vous a dit, elle, j'ai pensé ça de toi? Non. Si elle l'exprime, parfait. Mais si elle ne l'a pas exprimé, on ne peut pas le penser. Donc on pense toujours pour les autres, alors qu'on ne sait pas ce que les autres pensent. C'est terrible parce que ça met de la confusion, ça peut mettre des mauvaises énergies entre les gens. Ah ben là je me suis trompée, je n'aurais pas dû penser ça. Oui, mais pourquoi tu l'as pensé sur le moment? Ne pense pas, arrête de penser. Ne pense plus à rien.
Quand tu penses, c'est pas bon. Qu'est-ce que vous avez fait avec votre père à la fin du mois? Ah non, non, non. Elle sèche le jardin. Ça va beaucoup mieux maintenant. J'ai coupé les liens définitivement. Moi, j'ai tout coupé parce que je me suis dit, de toute façon, une branche malade sur l'arbre, si tu la coupes pas, tu t'en sors pas. Donc, j'ai eu plusieurs coupures jusqu'à la définitive. Parce qu'elle a toujours... en fait, je vivais à La Réunion, donc après, elle est rentrée en France, mais elle a quand même accepté que je reste avec mon père. Mon père s'est opposé à ce que je rentre. Bon, à l'époque, les divorces, c'était pas comme aujourd'hui, hein, c'était beaucoup plus facile. Puis à La Réunion, on n'en était pas là. Donc, j'ai pu vivre quelques années en paix avec mon père, jusqu'au moment fatidique où bah, tu ne peux pas rester à La Réunion à cause de tes études. Donc, il faut que tu repartes en France. Cauchemar. Donc, j'ai dit, bah, écoute, moi, je ne veux pas aller chez ma mère, donc je préfère aller chez ton frère à Paris. Et lui, ben, ayant sa conscience, il a appelé ma mère pour lui dire, écoute Carole, là il faut qu'elle rentre, quoi. Je ne peux pas l'amener plus loin. Et l'autre, elle a tout mis en place pour que j'aille chez elle. Et donc ça s'est très mal passé. Alors là, j'ai encore eu un petit bout de chance, c'est que mon père avait acheté un studio à ma sœur et m'avait acheté aussi un studio. Donc j'ai pu intégrer mon studio, qui était loué, mais bon, elle s'est débrouillée pour que je rentre dedans. Qui était quand même à côté d'elle, mais bon, j'étais dans mon studio. Et ben là, il y a eu plein de problèmes parce que je ne la supportais pas, je ne voulais pas la voir. Je lui mentais, je lui échappais dès que je pouvais, quoi. Je veux dire, donc mes études sont un peu parties en cacahuète parce que ben, je ne la supportais pas, quoi. Je ne la voulais pas. Elle ne me frappait plus. Ben, j'étais adulte, hein, donc pour me frapper, ça aurait été plus compliqué. Les crises y étaient toujours, mais elle ne me frappait plus. Et j'ai commencé à vouloir prendre ma vie en main, donc j'ai commencé à me trouver un job à son insu, elle pensait que j'allais à l'école, je l'ai taffé. Et de là, il y a un processus qui s'est mis en place qui a été un chemin de compréhension pour moi, mais bon, ça n'a pas été le meilleur. C'est que je me suis mariée pour lui montrer que j'étais... Alors j'ai pris un mari à l'opposé de mon père, un mec qui ne me convenait pas du tout. Mais c'était pour lui montrer que j'étais quelqu'un de bien, que je pouvais épouser quelqu'un de bien, que j'étais pas une alcoolique, que j'étais pas vénère, donc voilà, il fallait que je lui prouve tout ça. Et après, j'ai eu ma fille, j'ai divorcé, je me suis barrée, et là, j'ai recoupé les ponts avec elle. Après, comme il y avait ma fille, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas bien de la couper de sa grand-mère. Donc, j'ai remis un peu les choses en place, mais ça a été infernal. Et je suis repartie vivre à La Réunion, et là, c'était fini. Le sentiment de culpabilité, mais à la fin du compte, vous avez rempli. Bah oui. Mais je n'aurais pas eu d'enfant, il n'y a pas de sentiment de culpabilité. C'était parce que je me suis dit, c'est pas parce que moi j'ai ce problème avec elle que je dois priver ma fille de sa grand-mère et la mêler à mon problème en fait. J'ai essayé de la préserver de tous les problèmes. Ça a été ma solution. Tu l'as pas tuée? Non, pas du tout. Pas du tout. Et ta fille, elle a réussi à avoir des liens avec sa grand-mère? Alors ma fille a eu des liens pendant un moment, mais j'avais pas de lien non plus avec ma soeur. Et donc j'envoyais ma fille en vacances, elle allait chez son père, bien sûr, c'était important qu'elle ait le lien avec son père et qu'elle voit un petit peu toute la famille, donc elle voyait ma mère et ma soeur. Mais plus elle grandissait, moins elle voulait y aller, parce qu'elle la supportait pas. Et pourtant, elle savait que bon, ça ne pouvait pas coller avec moi, mais ma mère était tout le temps, nanana, ta mère, ma fille. Elle disait, quand je suis avec ma mère, elle ne parle jamais de ma grand-mère, et l'autre, elle lui mettait la tête comme une passoire, quoi. Ta mère, ceci, ta mère, cela, et tu verras, et tu n'arrêtais pas. Jusqu'au moment où ma fille a pris beaucoup de recul, elle ne plus. Mais c'est ma mère qui a détruit la relation avec ma fille, hein, c'est pas moi. C'est ma mère qui l'a fait, parce qu'elle a toujours eu ce comportement. Elle a eu des gros problèmes quand elle était jeune, ta mère. Oui. Gros problèmes. Oui. Bah, quand elle est décédée, il y a un de ses frères qui m'a appelé et qui m'a dit donc que c'était une mégère apprivoisée, qu'elle était extrêmement méchante et qu'elle avait fait du mal à tout le monde. Donc tu vois, ça conforte, ça conforte mes réactions. Mais quoi qu'il en soit, dans toute cette histoire qui est la mienne, peut-être que vous retrouvez un bout des vôtres, on peut y arriver. On peut arriver, on peut aller vers une bonne vie, une vie équilibrée, une vie saine, une vie...
n'est pas obligé de reproduire la chaîne, on peut couper la chaîne. Mais il faut le comprendre. Rompre la chaîne. Si tu veux rompre la chaîne, il faut que tu comprennes. Si tu ne comprends pas, tu ne rompes pas. Si tu es en victime et que tu subis, tu peux, je pense, reproduire la chaîne parce que tu es victime. Donc tu reproduis parce que c'est ce schéma qui doit se faire. Mais si tu arrives à prendre conscience, toujours pareil, si tu vois les choses telles qu'elles sont réellement, je pense qu'on peut éviter de reproduire beaucoup de choses et ça peut éviter beaucoup de souffrance. Moi je dis c'est la compréhension qui nous fait être bien. Si on ne comprend pas, on ne peut pas. Alors la compréhension par rapport à soi-même et à sa situation, mais peu importe l'histoire que nos parents ou nos grands-parents ont vécue, ça n'est pas notre histoire finalement. On n'a pas demandé à la vivre cette histoire-là. Donc chercher à les comprendre, enfin comprendre la situation, oui, chercher à les comprendre, non. Pour moi c'est... Non, ouais, non, c'est on quand n'a pas même d'obligation. c'est quand même dans nos mémoires cellulaires. Ah, mais c'est dans nos mémoires, c'est dans nos mémoires cellulaires, mais le tout étant de ne pas reproduire sur nos enfants. Moi, je pense surtout à mes filles et à la relation que j'ai eue moi avec ma maman. Et je peux te dire que la chaîne s'est cassée parce que effectivement, j'ai compris la situation, mais je ne l'en ai pas l'excuser. Jamais, jamais. C'est-à-dire, c'est son histoire, ça n'est pas la mienne. C'est ça. C'est exactement ça. C'est son histoire à elle, elle ne t'appartient pas. Absolument. Tu n'es pas obligé de je n'en vivre veux pas, son surtout. histoire. Non, et tu n'as aucune obligation. C'est me protéger moi et protéger mes enfants, surtout mes filles. Bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Hein. Mais pour moi, la base de tout, c'est le questionnement et la compréhension. C'est le travail qu'on fait de nous. C'est un job. C'est un job à plein temps, mais c'est un vrai job. Comme on est capable d'aller travailler, de faire plaisir au patron, éventuellement, on est capable de bosser pour nous et je pense que c'est un job qu'il faut faire et qui vaut vraiment la peine. Quand on arrive à comprendre ça, c'est un beau chemin qui nous attend, franchement. Et là, on rentre dans le pouvoir du moment présent. Parce que le lâcher-prise est important, mais le lâcher-prise, c'est un terme que beaucoup de gens emploient. Ah bah tiens, je lâche prise. Mais il y a lâcher prise comme ça et il y a le vrai lâcher prise. Et le vrai lâcher prise, c'est pareil. Il passe par les questionnements. Parce que si on ne lâche pas une situation, si on ne la comprend pas et qu'on ne la lâche pas, on n'est pas dans le lâcher prise. C'est un lâcher prise superficiel. Mais le vrai lâcher prise, c'est aller chercher encore une fois là-dedans pour savoir ce qu'on doit lâcher. Sur quoi on doit lâcher prise. Donc on en revient encore à la même chose, au même noyau. Vous avez d'autres questions? Ça va? Bon ben voilà. Si vous n'avez pas de questions supplémentaires, si vous n'avez pas besoin de savoir quelque chose de plus, je vous ai un petit peu tout dit. Bon, après, voilà, ça laisse de la réflexion. C'est sûr que quand on va par là, après, le petit vélo, il se met en route et puis on y va, quoi. Mais franchement, moi, je dis, ça vaut le jus. Il faut vraiment, vraiment le faire. Il ne faut pas repousser à demain, il ne faut pas se dire un jour, je le ferai, je ne peux pas le faire, je ne sais pas le faire. À la limite, vous pouvez vous faire aider à un moment donné par quelqu'un, voilà, vous pouvez vous faire aider pour déclencher ce truc peut-être au départ, et après vous voulez vos propres ailes. Si vous ne savez pas comment aller le chercher ou quoi, voilà, on peut prendre de l'aide. Et à un moment, quand vous le sentez, le travail est en route et vous pouvez l'approfondir. Mais c'est vrai que c'est bien aussi de beaucoup lire. Parce que la lecture, ça nourrit, même si vous n'appliquez pas forcément ce que vous allez lire ou que vous ne comprenez pas forcément ce que vous allez lire, à un moment donné, à force, votre cerveau est déclenchera. Et vous arriverez, vous, à le déclencher. Et puis la prise de décision aussi, peut-être se faire aider par rapport à nos peurs, parce que toi, tu as coupé les liens complètement, mais tout le monde n'est pas capable de faire ce genre de choses pour vivre ton moment présent à toi sans être... Donc la prise de décision. Il faut que chacun trouve son système en fait. Il faut que chacun voit où il en est et de quoi il est capable. De quelle manière il peut être. Moi, je vous ai donné mon parcours. Voilà. Après, pas tout le monde a le même parcours et pas tout le monde
envie de le faire de la même manière, ou de le déclencher de la même manière, etc. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ce qu'il faut faire, c'est vraiment prendre le basique, ce qu'il y a de plus simple. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des méthodes à droite et à gauche. Les méthodes, au bout d'un moment, on se noie. Il n'y a pas longtemps sur LinkedIn, là, il y a la méthode machin, bon, je me suis fait insulter, mais vous pondez une méthode tous les jours. Et on est noyé par les méthodes. Stop, on arrête tout. Oui, mais c'est comme ça que je recrute. Ben, je dis, tu devrais recruter autrement. Donc voilà, je veux dire, toutes ces méthodes, à un moment, elles se noient. Donc je pense que c'est pas la peine d'aller chercher toutes les méthodes. Essayez d'aller au plus simple, si ça vous est possible, bien sûr. Dans la discussion, vous faire aider, bouquiner. Voilà, mais après bouquiner, ben, il ne faut pas bouquiner non plus n'importe quoi. Mais je pense que tout ça, ça peut être aidant quand on veut, vraiment. Mais après, c'est notre volonté qui est la base de tout aussi. D'aller chercher, d'être curieux avec soi-même. Au lieu d'être curieux chez le voisin, on est curieux. C'est une curiosité différente. C'est toujours plus facile d'aller voir ce qui se passe chez le voisin que sur soi-même. Hein. C'est pour ça que c'est une démarche. Il faut des curiosités saines. C'est ça, c'est tout à fait ça. Qui nous soit bénéfique. L'ego aussi. Bon, on peut bien en faire un peu pour rigoler. Quoi. Oui. Bien rire, hein. Toujours dans le sérieux. Mais bon, après, voilà. Autant le questionnement perso, c'est le plus sympa. Quoi. Écrire. Écrire ses émotions. Je crois que maintenant les jeunes ils le font ça. Mais moi je me souviens à mon époque, on avait le journal. Ça a toujours existé. Même si vous regardez dans les films des rois, des machins et tout, ils avaient tous le journal. Mais en fait c'était une bonne pratique ce journal. C'était déjà à l'époque une très très bonne pratique et je pense que c'est toujours une bonne pratique, l'écriture. Ça permet de décharger, mais ça permet aussi de conscientiser le truc. Quoi. En relisant, en visualisant, ça fait des tips dans la tête. Et ça, c'est important. Et s'endormir avec de la bonne musique. Pourquoi pas? C'est génial de s'endormir avec de la bonne musique, au contraire. Ça te permet de lâcher, ça fait du bien, ça te distrait. Mais notre pire ennemi, c'est notre cerveau. Là. Lui, il ne nous dit pas que des bonnes choses. Je vous promets que si vous commencez à réfléchir à ça, vous allez voir. Lui, il n'est pas toujours au top. Et il vous induit des fois, souvent en erreur. Surtout dans tout ce qui est émotion, en fait. Parce qu'il ne vous donne pas la source, la bonne indication. Et ça, c'est pas bon, ça. Mais bon, il faut en prendre conscience. Il faut apprendre à le faire taire. À lui donner la place qu'il doit avoir et pas plus, en fait. Il ne faut pas qu'il ait toute la place. Et en règle générale, il a, en nous, il a souvent toute la place. Alors que lui, il doit avoir juste une place. Et le reste, ça doit être vous. C'est votre intérieur, votre horloge biologique. C'est vous qui avez votre place et lui, il a sa petite place. Et ça fait un équilibre entre les deux et ça fonctionne. Et comme ça, on est mieux. Merci Carole. Merci à vous. Merci beaucoup.